Bah Alors, oui, bah oui. je suis Tamim, j'ai 50 ans cette année, donc ça, c'est un point. Et je fais de l'investissement depuis 2004, donc ça fait déjà un paquet d'années. Je pense que certains d'entre nous venaient juste de naître. Et en fait, je suis parti d'un constat quand j'ai commencé à travailler comment on pouvait s'enrichir, créer du patrimoine. Et donc, je suis arrivé assez rapidement à l'immobilier parce que j'avais déjà un oncle qui avait déjà investi. Et donc j'ai toujours été propriétaire de là où j'habite. Moi, je suis spécialisé dans l'achat d'immeubles, donc ça, on pourra en discuter. Et voilà, donc j'ai acheté plusieurs immeubles depuis, et je suis bientôt en fin de ce qu'on appelle la consolidation des remboursements de ces prêts. Donc, je vais pouvoir profiter de la belle vie dans quelques mois. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, je fais un peu le tour. Après, on pourra en discuter des détails. Voilà. Salim rigole parce qu'en fait, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges là-dessus dans les années passées. Voilà. Et D'ailleurs, alors, je peux parler de l'historique. Je pense que j'ai à peu près fait tout, sauf la location courte durée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais d'abord un objectif patrimonial, c'est-à-dire de transmission, donc à mes enfants. Et surtout, je voulais que mes projets soient autofinancés. Donc, c'était le premier projet, voilà. Et je voulais pas faire de courte durée parce que j'ai pas le temps. Je travaille dans une société américaine. Et donc, moi, il me fallait une solution où j'ai location longue durée avec une agence immobilière et tout ce qui va avec. Et donc, j'ai acheté mon premier. Donc, en fait, on devait acheter en famille avec d'autres membres de cousins qui habitaient, cousins, cousines qui habitaient dans le nord de Paris, donc dans l'Oise. Et donc, au final, ben, eux n'ont pas eu l'accord de la banque. Et la banque nous a dit, ben, on ne prête pas à eux, mais on prête à vous, parce que vous avez des salaires plus élevés, parce que vous êtes de Paris. Et donc, on a commencé comme ça. Et donc, on a trouvé une grande maison de 150 mètres carrés avec un immense terrain de 2500 mètres carrés. Et en fait, tous les gens qui ont visité, donc ça c'est l'anecdote, et même d'autres cousins d'autres parties de la famille sont venus visiter ce terrain et ils n'ont pas vu le potentiel en fait. Ils n'ont pas vu ni le potentiel de la maison, ni le potentiel du terrain en fait. Parce que pour eux, c'était bon, c'est un terrain, il est un peu enclavé, c'est pas intéressant. Et en fait, la personne qui nous l'a présenté donc, a vu cette opportunité et c'est là où j'ai compris que en fait, c'est de la vision qu'on en a du potentiel comme Yann sur le fait de découper ou bien de pouvoir revendre à l'eau, comme Eddy, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir transformer ce que j'appelle moi du plomb en or, quelque chose que personne ne veut, et tout d'un coup, vous voyez en disant, ah ouais, mais ça je peux en faire un luxueux joyau que les autres vont voir. Donc voilà, donc j'avais la maison, on l'a découpée en 3 appartements, et en fait, la petite astuce, c'était qu'on pouvait construire derrière, parce qu'il y avait 4 mètres de passage, hein, pour ceux qui comprennent les passages de camions de pompiers. Et donc on a pu construire 4 appartements. Au début, on voulait commencer, on voulait même avoir la possibilité de rehausser par la suite, si on le voulait. Mais 4 appartements, ça le fait très très bien. Voilà. Et on a même eu quelques années après en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait du bout de terrain au bout qui est marécageux, qu'on n'a pas envie? Eh ben, on a décidé de le vendre. Donc, ça fait encore baisser le coût. Et donc, sur la nouvelle construction, on a vu que vous savez comment ça se passe pour tout ce qui est incitation fiscale. Euh, Si vous passez par des promoteurs pour acheter, ben, aujourd'hui c'était Pinel ou autre, vous avez des décisions fiscales qui s'appliquent. Mais eux, ils ont des marges de malade. Ils ont 20%, 30% de marge que vous perdez. Et comme nous, on l'a fait construire nous-mêmes, ben, on a profité directement de ces 20% en plus du bien. Donc ça a été très intéressant, cet investissement. Et après, je devais m'arrêter là, parce que je me suis dit, bon, ça me suffit, j'ai ce que je veux, c'était rentable, les locataires viennent, l'agent gère très bien. Et j'avais prévu de partir à la retraite il y a 10 ans, c'est-à-dire à 40 ans. Me dire, voilà, ça me suffit, j'ai une rentabilité, ça me suffit, j'ai rien à gérer, j'ai l'argent qui tombe tous les mois, c'est mieux qu'un livret, et un jour, si vraiment il y a un coup dur, je peux revendre les biens. Donc ça, c'est souvent ce qu'on entend. Et surtout, c'est les locataires qui payent tout, en fait. Donc moi, je n'ai rien à sortir de ma poche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé, comme ça, par hasard, en cherchant sur le Bon Coin, un nouvel immeuble.
C'est en 2012, donc c'était avant que la fin du monde arrive, hein. Donc j'ai eu la possibilité d'acheter un immeuble. Alors là, il y avait du boulot, hein. Il y avait déjà l'agent immobilier mentait, il y avait des travaux en voiture, en voilà. Le gars qui achetait était entrepreneur dans le bâtiment, alors il faisait n'importe quoi. Il envoyait ses ouvriers travailler sur l'immeuble quand il y avait rien à faire. Donc ça faisait des choses bizarres. Moi j'ai dit je vous le rachète donc à un bon prix. Et donc aujourd'hui c'est mon immeuble le plus rentable. Donc aujourd'hui, voilà, ça a mis un peu de temps à mettre les gens dehors qui n'allaient pas prendre des bons locataires, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je joue du bois, ça se passe très bien. Donc pour dire que, pareil, les gens qui ont visité cet immeuble n'ont pas vu le potentiel après travaux, parce qu'il y avait des travaux euh, qui étaient pas aussi excessifs que ça par rapport au prix qu'on s'appelle du bien. Mais aujourd'hui, je peux même me permettre d'avoir pas de locataires, je veux dire la moitié des locataires, ça me paye tout. Donc vous imaginez que si j'ai tous mes locataires en temps réel, je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si c'est ça. Et donc le jour où tous les locataires sont présents, parce que en fait, on en parlait avec Salim, c'est le recrutement des locataires. Pour moi, aujourd'hui, je le passe en direct, hein, ça, c'est une autre info. Je ne passe plus par des agences immobilières parce que, en fait, ils sont là pour prendre une commission, hein, je vais être honnête. Il y en a qui font très bien leur travail, qui travaillent sûrement sur la durée et qui suivent les dossiers très bien. Mais il y en a, et c'est le problème que j'ai eu, c'est qu'ils mettent un peu n'importe qui. En gros, j'ai découvert que ils avaient mis une famille de 4 personnes dans un F2 temporairement, parce qu'ils leur ont promis de trouver un F4 après, et ils sont restés 2 ans. Donc l'appartement était complètement en ruine après. Et donc c'est ça qui m'a fait que j'ai pris la décision de gérer moi-même le recrutement des locataires. On apprend de ses erreurs aussi. Et je prends les garanties qui vont bien, ainsi de suite. Et c'est ça en fait qui fait qu'on apprend toujours en fait dans l'immobilier. Et c'est pour ça que je suis toujours intéressé de discuter avec d'autres investisseurs, parce qu'ils ont toujours plein d'histoires à raconter. Et je peux vous en raconter des milliers hein, de gens que j'ai au téléphone ou qui me racontent leur vie ou qui sont en train de pleurer au téléphone ou au chauffeur, parce que la situation est comme ça. Et dans l'avenir, et je pense que vous avez entendu tout ce qui se passe point de vue fiscal et autres, c'est qu'il est prévu plein de changements sur la courte durée, sur la partie fiscale, ainsi de suite. Euh, un bon investisseur est quelqu'un qui a déjà pris en compte toutes ces petites, tous ces petits changements. Et justement, c'est intéressant que ce soit pas quelque chose qui va plus partagé au point de vue des gens, parce que c'est vrai que l'outil de l'immobilier est quelque chose d'enrichissement qui est extraordinaire. Je pense que c'est bien géré, bien sûr. Et je pense que vous avez tous fait l'expérience, c'est pour ça que je vous rejoins. Vous n'avez pas fait comme beaucoup de gens, c'est acheter un bien. Un bien, un petit problème devient un gros problème. Et ça, si vous l'entendez ça tous les jours à la télé, il passe en boucle. La personne, elle a acheté un bien en résidence secondaire, elle a mis en location. Il y a eu une personne qui s'est installée dedans. Et ben, elle se retrouve dans une situation ingérable. Elle n'a pas mutualisé le risque. Elle n'a pas réfléchi à pourquoi elle le faisait. Elle a juste acheté comme elle achète une voiture. Bon, on a un problème avec la voiture, on l'envoie en réparation. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir toutes ces approches. Et c'est là où, et c'est là où je me suis dit, et c'est l'approche que j'en ai, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous faites tout seul dans votre coin, que vous regardez toutes les vidéos de tous les gens qui sont devenus experts dans l'immobilier, et je pense que ça peut vous faire rigoler des fois en disant ils ont acheté un appartement, ça s'est bien passé, tout roule, et pour eux, ils sont devenus experts en immobilier, ce qui n'est pas vrai. Expert en immobilier, c'est quelqu'un qui est capable déjà de se poser la question pourquoi, qui fait des erreurs, et qui permet justement de continuer. Et je rejoins vraiment Mehdi et Yann là-dessus, c'est que on apprend de ses erreurs. On se dit, tiens, j'aurais pu faire mieux. Tiens, l'histoire de est-ce que je délègue mes travaux ou est-ce que je les fais moi-même? Est-ce que je, je veux mettre un locataire comme responsable d'immeuble ou est-ce que je demande à une agence extérieure de le faire? Tout ça, c'est des décisions en tant qu'entrepreneur qu'on est obligé de prendre et qu'on est obligé de faire confiance ou pas. Donc voilà. Et tout joue sur, c'est ce que je dis, tout joue sur une partie de confiance et de coaching en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Voilà. Donc des fois c'est très intéressant ce qu'ils vendent comme solution, mais des fois c'est pas adapté à notre situation personnelle.
Donc voilà. Bon, je parle un peu de tout, mais n'hésitez pas, hein, à donner votre avis sur chacun de situations, mais je pense que chacun est différent dans son approche de l'immobilier. Et surtout, et c'est le problème en France, c'est que les gens oublient la partie fiscale euh, de l'investissement et qu'ils y pensent après avoir fait les achats. Et souvent, ils ont pris des mauvaises décisions d'investissement parce qu'ils n'ont pas mis la bonne, on va dire, ils ont pas mis la bonne structure en place pour la suite. Mm. Et j'en parlais avec Salim l'autre jour, parce que moi, tous mes achats sont en SCI. Donc voilà, je l'ai pris à hier parce que j'ai prévu de le revendre euh, en transmission. Donc ça, il y a un montage derrière à faire. Donc ça me permet de payer un peu moins de frais. Mais si je devais le refaire, je partirais comme aujourd'hui sur un portage en, comment ça s'appelle, à l'IS et avec derrière une holding parce que on a une société qui peut rapporter de l'argent. Donc ça, c'est une structure que Salim sera avec plaisir de l'expliquer. Mais voilà, c'est des choses qui, fiscalement, on n'y pense pas. Et c'est là où quelqu'un qui a un peu plus d'expérience va pouvoir dire, fais-le comme ça, tu vas voir, ça marche mieux. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, point de vue fiscal, oui, je dirais que c'est la meilleure solution. Et je suis content de l'avoir fait en IS parce que je sais que je ne vais pas être embêté par tous les changements de politique qui changent tous les. Alors, si vous écoutez les news, c'est tous les 15 jours, il y a un nouveau, ils en sortent à nouveau. Euh, et c'est là où l'accompagnement est primordial. Moi, aujourd'hui, si je devais le refaire et que je le conseille même en fille, je dirais, bah, attends, je connais deux ou trois personnes au-delà de moi qui vont t'expliquer autrement comment faire l'investissement adapté à la situation aujourd'hui. Sans parler d'investir dans les autres pays, hein. Je parle juste de la France. Le risque Oui. de loyer impayé, bon, ça fait des années que je fais de la location longue durée, donc je Mhm. veux dire, c'est un risque inhérent à la location. Donc voilà. Maintenant, vu que je gère en direct, il y a plusieurs mécanismes, et je parlais de la signature chez le notaire, il y a les garanties. Moi, je vous dis, si vous faites un investissement et que vous ne prenez pas garantie loyer impayé plus dégradation, c'est à vos risques et périls. C'est un coût qui est déductible, parce qu'on va parler de déductibilité des charges. Euh, Ça fait partie d'une charge que vous avez ou pas. Donc c'est vous qui prenez le risque, mais c'est comme une assurance pour la voiture, vous en avez une, et ben vous prenez une assurance sur le profil du locataire. C'est des sociétés qui sont spécialisées dans la vérification des dossiers. Donc ils vont vous dire des choses bizarres. Je peux raconter une anecdote. J'ai eu une locataire qui s'est présentée comme une future candidate locataire qui s'est présentée avec un dossier. Très bien. Elle travaille dans une société de transport. Bizarrement, 2 jours après, il y a une autre personne qui m'envoie exactement le même dossier avec d'autres noms, d'autres montants, mais c'était la même société, ainsi de suite. Et j'ai dit, mais c'est bizarre. Donc je monte les fiches de paye à ma femme qui est responsable paye. Elle me dit, il manque des informations sur la fiche de paye. Donc, moi, je continue mon investigation et donc, je vois que la société est gérée par une société de transport et je commence à appeler l'une pour dire, est-ce que vous connaissez l'autre? Parce qu'ils travaillent dans le même service. Eh ben, ils ne se connaissaient pas. Donc, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine, mais en posant des questions de jugeote, vous pouvez savoir si c'est vrai ou faux. Maintenant, les sociétés spécialisées, je leur ai envoyé en 2 secondes, ils ont dit non, c'est des faux documents, ça n'a jamais été déclaré, voilà. C'est leur boulot. Et après, aujourd'hui, il y a une nouvelle garantie, et je prends que ça aujourd'hui, c'est Visal. Donc ça ne coûte rien Ah oui, ni au Visa, voilà. locataire ni au propriétaire. J'ai plusieurs cas de personnes qui sont arrivées, qui ont payé le premier mois de loyer, le deuxième mois, et on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté de payer. Visal s'occupe de tout. Il s'occupe de Mhm. tout jusqu'à l'expulsion du locataire. C'est quelque chose qui peut arriver. Et vous ne pouvez jamais savoir à l'avance si un locataire va payer ou pas, même s'il présente très bien. J'ai une anecdote de quelqu'un qui est venu comme garantie. Je prends plus de garant physique aussi. Donc voilà, ça c'est aussi une autre chose que j'ai arrêté de faire. Donc c'est le père qui arrive accompagné de sa fille dans une belle Porsche. Il signe, bah oui, le propriétaire est content, donc il signe deux trucs. Et, et ils ont payé donc la caution plus le premier mois de loyer. Et après, plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. C'était des spécialistes de ne pas payer le loyer. Donc, moi, je vous dirais, c'est un risque qui est inhérent à la location, mais avec les bons outils, vous êtes complètement sécurisé. Voilà.
Donc ça, Mm. c'est le truc. Si vous le faites et que vous dites je le fais sans, même si c'est des gens que vous connaissez, même s'ils pleurent au téléphone, hein, j'en ai le cas de gens qui pleurent au téléphone, quand vous les appelez en disant il faut absolument que je déménage parce que pour telle ou telle raison, je leur dis bah, tant qu'on n'a pas de garantie, ça ne marchera pas. Et Mm. tout d'un coup, là, c'est silence radio, hein. Je vous dis, dès que vous Mm. demandez les documents pour l'envoyer à des sociétés de vérification, il n'y a plus personne. Donc, pour dire que ça existe, la falsification d'informations pour le truc. Et pour l'histoire du squat, c'est très facile. Le squat, c'est le fait que vous laissiez votre appartement à l'abandon et que quelqu'un vient de s'installer. Donc, bon, je pense que plusieurs d'entre nous l'ont fait, d'acheter des immeubles. Bah, vous savez ce qui se passe dans un immeuble, parce que c'est vous qui gérez de A à Z les entrées, les sorties, qu'est-ce qui se passe. Donc les gens se connaissent, et donc ça évite les discussions. Maintenant, ça peut arriver. Il commence à y avoir des petites astuces qui sont partagées pour éviter que les gens prennent l'électricité à leur nom ou le gaz ou n'importe quoi d'autre. Mais euh, c'est un risque, voilà, comme on pourrait, si vous louez des voitures et qu'on vous vole les voitures ou que quelqu'un, vous louez des places de parking et quelqu'un vient se garer sur une place de parking. Voilà, ça fait partie des risques liés, mais le but de tout investisseur, c'est de limiter au maximum ce risque Mm. pour éviter de le faire. Et souvent, vous l'entendez, c'est des maisons qui sont pas occupées, qui sont louées ou qui sont mal louées ou mal gérées, qui finissent en squat. Aujourd'hui, il y a une loi anti-squat pour les résidences principales. C'est pas le cas pour les résidences secondaires. Les gens mentent quand ils veulent habiter, quand ils veulent habiter quelque part. Mais bon, ça, je touche du bois, j'ai pas eu le cas. De gens qui restent sans payer, oui, ça peut exister. Et c'est là où on apprend toutes les procédures. On a un bon huissier, ou on a plusieurs huissiers qui gèrent les dossiers, et on a un avocat et tout ça. Mais Mm. ça, c'est des choses qui font partie de la vie de l'immobilier habituellement.